Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Rémi Cointreau? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, nous avons déjà parlé de cette compagnie ici au mois de mai 2022. Donc, entre-temps, on a eu les résultats semestriels ici. Donc, ça date ici du 26 du mois de juillet 2022. Donc, on va essayer de commenter les résultats semestriels ici. Après, on va refaire une évaluation avec ces nouvelles informations-là. OK? Donc, si au mois de mai 2022, on était à peu près une valorisation aux alentours des 64,70 euros ici. Donc, on va se dire 65 euros par là. Donc, l'entreprise cotait déjà à cette période-là, je pense ici aux alentours de... On va voir ça ici rapidement. On cotait à combien à cette période-là? Donc, voilà, à 170 euros. OK? En date d'aujourd'hui, nous sommes aux alentours des 175 euros. Pas une grosse différence ici. On va essayer de me remettre, d'actualiser cette évaluation-là. Donc, on commence par les rapports financiers ici. Alors, ces rapports financiers-là, ce sont les rapports semestriels ici, d'accord? Donc, c'est même pas semestriel, c'est le chiffre d'affaires du premier trimestre. Donc, premier trimestre ici, donc je n'avais même pas vérifié. Donc, j'essaie de voir ici déjà, la question qui me vient rapidement ici, c'est de savoir à peu près cette compagnie-là, en fait, son année se termine quand? Parce que les entreprises n'ont pas les mêmes, en termes en termes d'année fiscale, c'est pas la même chose. Donc, voilà, c'est une entreprise qui termine généralement son année fiscale, je pense au mois de mars, hein? Oui, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Effectivement, elle termine son année fiscale au mois de mars de chaque année. Je ne sais pas, sans doute le mois de décembre, c'est l'une de ses plus grosses années, ou bien en début d'année également. C'est la raison pour laquelle elle termine au mois de mars. Donc, ici, nous avons les résultats du premier trimestre 2022, pas les résultats semestriels, premier trimestre. Alors, on dit ceci. Alors, ici, ces résultats-là sont en croissance ici de 27%, le chiffre d'affaires en croissance de 27%, en organique uniquement. Donc, cette performance traduit une progression forte de l'effet mix prix de 14,5% en ligne avec la stratégie de la valeur du groupe, en ligne avec la stratégie de valeur du groupe. Et une augmentation significative des volumes, 12,5%, intégrant un effet de phasage favorable des expéditions aux États-Unis. Donc, ici, les prix ont augmenté, mais les volumes également ont suivi. On aime ça. OK? Donc, on continue ici. Au cours du trimestre, le groupe a bénéficié d'une excellente dynamique aux États-Unis et de la poursuite de la reprise de la région EMEA. Donc, je pense Europe, Moyen-Orient et Asie, un truc comme ça. Europe, Moyen-Orient, c'est bien ça? Middle East and Asia. Donc, Europe, Moyen-Orient et Asie. Ici également, en Chine, l'activité pénalisée par les mesures de confinement en avril-mai a enregistré un fort rebond au mois de juin. Donc, avril et mai n'ont pas été de bonnes périodes pour cette compagnie ici en Chine, mais le mois de juin a été une bonne période. Donc, toutes les marques ont contribué à la très bonne performance du groupe. La division Cognac réalise un excellent début d'année, 31,5% en organique. La division Liqueurs et Spiritueux affiche également une forte progression donc de 19,4% en organique. En fait, les compagnies qui vendent de l'alcool, pas toutes, hein, les meilleures. Donc, quand je parle de Diageo, je parle de AB InBev, je parle de, dans une certaine mesure également, LVMH. Donc, on peut également prendre Rémi Cointreau, on peut également prendre Quattro Moutai, je pense bien c'est comme ça qu'on appelle. Je pense, je n'ai pas encore parlé de cette compagnie ici. Quattro, donc, est-ce que j'ai déjà parlé? Moutai, attendez, Moutai, est-ce qu'on va me donner ça? Exactement. Quattro Moutai. D'accord? Une excellente entreprise. Si vous allez voir les marges financières de cette compagnie, vous allez tomber. Je vous assure. Allez-y regarder cette compagnie. C'est Quattro Moutai. Donc, je vais le zoomer ici pour vous. C'est comme ça que ça s'écrit. Quattro Moutai. Donc, je pense que je ne sais pas entre les deux laquelle est la bonne. Mais enfin, en termes de... Comment on appelle ça? Je ne dirais pas la géographie d'opération, mais de place boursière. Laquelle est la bonne ici? Donc, disons ça, c'est Hong Kong. Je ne sais pas c'est quoi le SSC. Dans tous les cas de figure, allez-y regarder Quattro Moutai. Qu'importe la place boursière ici, vous allez voir les mêmes informations financières. Vous allez voir qu'on a des marges extraordinaires. Je pense même que c'est l'entreprise qui a les marges parmi les vendeurs d'alcool les plus élevés au monde. Enfin, celle que je connais présentement. Sans doute qu'il y en a une qui est plus élevée, donc on ne sait pas. Alors, je retourne sur Rémi Cointreau. Bon résultat ici. Donc, quand on regarde ici la croissance des marges, ici, le cognac, 31%, liqueurs et spiritueux, 19%, variation organique, bien sûr, donc variation publiée. Donc, total des marques ici, 27%.
OK? Marque partenaire, moins 3% ici. Et le total ici, en termes de croissance, on a 27% ici. Donc, il faut regarder c'est quoi la différence entre variation publiée et variation organique. Donc, taux de référence à croissance organique dans la présentation et communiqué correspond à la croissance du chiffre d'affaires, devises et à périmètre constant. OK, donc organique ici, ça ne prend pas en considération la variation ça ne prend pas en considération la variation du taux de change, en fait. D'accord. Donc également, on s'en prend pas également en considération le changement de structure de l'entreprise, si on a fait des acquisitions, etc. Donc en publié, ici, on a 39%. Donc ce 39% peut prendre en considération la variation du taux de change. Donc c'est favorable pour cette compagnie. De toute façon, ça ne m'étonne pas que ce soit favorable pour ce genre de compagnie. Eux, ils ont un pricing power. En période de récession, dites-vous que si les gens dépriment, ils vont boire de l'alcool. Et ce n'est pas le prix qui va les arrêter. Je ne souhaite pas que ce soit le cas, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Quelles sont les perspectives 2022-2023? Je vous ai dit que quand on lit un rapport financier, on cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan? Donc, parfaitement positionné pour profiter de la nouvelle tendance de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique. C'est quoi le plan stratégique en question? D'accord, c'est important. Rémi Cointreau aborde l'année 2022-2023 avec confiance. Le groupe entend poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie centrée sur le développement de ses marques à moyen terme et portée par une politique d'investissement soutenue en marketing et communication. Donc, il réaffirme sa volonté de continuer de gagner des parts de marché au sein du secteur des spiritueux d'exception et anticipe une nouvelle année de forte croissance. Donc, bénéficiant d'un excellent pricing power, on le mentionne, pourquoi ne pas le faire, d'accord? L'amélioration de la marge opérationnelle courante sera portée par une solide résilience de la marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure. Le groupe prévoit pour l'année un effet favorable de ses devises sur le chiffre d'affaires entre 90 et 100 millions contre 70 et 80 millions précédemment. Donc, le taux de change, eux, ils ne s'inquiètent pas du tout par rapport à ça. Tout va bien de ce côté-là. D'accord? Donc, la variation, ça n'a aucun impact pour eux. Au contraire, ils vont même gagner plus d'argent. Donc, le résultat opérationnel courant entre 50 millions et 60 millions d'euros. Donc, il y aura un impact positif du taux de change sur le chiffre d'affaires ainsi que sur les résultats opérationnels. Attention, pas les bénéfices, les résultats opérationnels. OK? Donc, on aime ça, on a à peu près de bonnes informations ici. Je ne m'attendais pas à moins que ça par rapport à cette entreprise-ci. Mais maintenant, on va aller voir les rapports financiers ici. OK? Vous savez que la dernière fois, la valorisation était aux alentours de 65 euros alors qu'on cotait aux alentours de 170 euros parce que cette compagnie se vend généralement à des PER extrêmement élevés. Et moi, je ne paye pas n'importe quel PER. Je vous ai toujours dit que quand j'analyse une entreprise ici, c'est avec mes propres biais ici. Donc, c'est-à-dire que je sais que psychologiquement, personnellement, pour moi, je suis limité à 25 fois les bénéfices pour une entreprise, même si elle est de croissance. D'accord? Je vous ai toujours dit qu'une compagnie, si je prends en considération, je préfère l'acheter sans prendre en considération la croissance. Si elle est déjà à un bon prix, je sais que la croissance, ne sera que du bonus. Donc, on a une entreprise ici qui fait croître son chiffre d'affaires de près de 30 à 30% ici en une année, en un trimestre ici. Et on s'attend à avoir une bonne année pour 2022-2023 ici. Donc, pourquoi ne pas aller regarder ici les rapports financiers et essayer de voir si on a une idée différente par rapport à cette compagnie-ci. OK. Donc, en termes de revenus déjà, on prend le revenu ici, on le met là, on le place. Donc, il faut constater une chose. Le revenu en lui-même, quand on regarde un peu, on a une grosse différence ici. Donc, ici, je vois que ce n'est pas une entreprise qui est de croissance en tant que telle. Sans doute également, elle a connu quelques années, quelques périodes difficiles, ou bien elle a changé de modèle d'affaires ici, ou également, ça peut être dû au fait qu'il y a peut-être une erreur ici sur ce logiciel-ci, parce que si je me rappelle bien, on avait regardé les revenus ici sur la première vidéo, c'est la première chose que je regarde généralement. Donc ici, j'avais les revenus ici, donc ça c'était les EBITDA. Donc, on a pris les revenus ici 2014, donc vous voyez que c'était une entreprise, effectivement, 1 200 000 ici, 1 200 000 ici. Donc, entre 2012 et 2021, on n'a presque rien fait ici en termes de revenus. Est-ce que c'est la même chose ici, 2012-2021, 2012 ici et 2021, ouais, on est presque stable. Mais avant ça, il y a dû avoir un gros changement à ces niveaux-ci. Dans tous les cas de figure, je prends les dernières périodes ici sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a à peu près quelque chose d'assez consistant ici. En termes de croissance ici, quand vous prenez ici par rapport à l'année, je prends ici sur les 5 dernières années, la croissance ici, enfin, on va commencer par les 10 dernières années. 10 dernières années ici, on a 2,5% de croissance. D'accord? Quand on dégrossit la chose, vous voyez que la croissance sur les 10 dernières années n'est pas si élevée que ça. Sur les 5 dernières années, peut-être qu'elle est accélérée. On remarque qu'on a 3,7% ici. Et par rapport aux 3 dernières années ici, nous avons à peu près 5,26% de croissance. Donc,
La croissance n'est pas exceptionnelle sur les dernières années en question, ok? Peut-être la période actuelle ici est exceptionnelle. Ils vont gagner beaucoup d'argent, peut-être parce qu'ils ont augmenté le prix, ils profitent de l'inflation, etc. Ou bien c'était leur stratégie ici, mais on ne peut pas se dire que c'est durable. On ne va pas se dire qu'on va faire 30% chaque année. Attention. OK? Donc, quand moi je vois ceci, il faut poser les bonnes questions. OK? Donc, ici, je mets croissance zéro, restez tranquille, d'accord? Maintenant, en termes de marge brute ici, donc juste marge brute ici, grosse margin, juste pour voir à peu près quel est le niveau de pricing power ici. Je vous dis que quand la marge brute augmente, c'est le premier niveau de pricing power. Vous voyez qu'on avait une marge brute à peu près de 51% ici. Ici, on est à 68%. La marge brute augmente. Est-ce que la marge EBITDA ici augmente également? EBITDA, donc la marge EBITDA ici, voilà. On prend ça et vous pouvez constater que, bon, est-ce que la marge EBITDA augmente? Oui, si on le prend sur une longue période de temps, si on prend une moyenne ici, on est un peu plus élevé sur les dernières années ici. En termes de net income maintenant, est-ce que la marge de net income également augmente? On va se dire que oui, sensiblement sur les dernières années ici également, elle augmente. OK, donc en termes de marge de net income ici, on va prendre les net income par rapport au free cash flow, on les compare. On essaie de voir si les net income et les free cash flow racontent la même histoire. Et je vous ai dit que les deux doivent aller dans le même sens, sinon s'il y a une différence, vous devez aller chercher des explications. Donc généralement, ce que je fais ici, ce que je prends, moi, la moyenne, je prends tranquillement la moyenne ici. D'accord? On va essayer de voir ici. Je ne cherche pas un prix juste, je cherche juste à voir si on est à peu près dans le même sens. Vous voyez ici que sur les 20 dernières années ici, les net income sont plus élevés que les free cash flow, de près de 23 millions ici, de près de 33 millions ici. Sur les 10 dernières années, on a également une grosse différence ici de près du double pour les net income ici. Et sur les 5 dernières années ici, toujours la même chose, près du double. Donc, poser la question pourquoi est-ce que les free cash flow sont inférieurs en moyenne par rapport au net income. Qu'est-ce qui pose cette différence-là? Est-ce qu'on vend à crédit à une période? Est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement? Donc, c'est bizarre. Il faut toujours aller regarder. Mais au moins, on sait déjà quelles questions on doit poser en lisant les rapports financiers. Mais je vais prendre néanmoins les net income ici, tout en sachant qu'il faut le prendre avec des pincettes. Je vais prendre la moyenne ici des net income en termes de marge. On va voir ici quelle est la médiane ici. Qu'est-ce qu'on rapporte en médiane? Et je vais mettre ici un écart type 1 au-dessus. Juste pour voir, sur les 10 dernières années, nous avons 11,12%, nous avons à peu près 12% ici, à peu près 15% en marge supérieure. Sur les 5 dernières années ici, nous avons 14% à peu près, 15% en marge supérieure. Donc voilà, les marges sont un peu élevées cette période-ci. Maintenant, est-ce qu'elles sont durables? Ça peut être le cas parce que c'est une entreprise qui peut avoir un pricing power. Déjà dans Rémy Cointreau, qu'est-ce que vous retrouvez comme marque ici? Je ne suis pas un consommateur d'alcool. Techniquement, je ne sais même pas quelle marque. Je sais que Rémy Cointreau, c'est une marque, c'est du cognac, ok. Mais quelle est la marque de son cognac exact? Est-ce que c'est juste Rémy Cointreau ou bien il y a autre chose? Je vais essayer de regarder. Alors, ok, ça, je vois à peu près, ça coûte cher. Rémy Martin, ah ok, d'accord, d'accord, donc on continue. Cointreau, d'accord, Mectaxa, Moon Guy, Saint-Rémy, non, ça je n'aime pas par contre, ça aussi ça compte, mais ça, je ne savais pas que c'est eux qui faisaient le Saint-Rémy, ok, ok. Alors, on continue, parce qu'il faut savoir qu'ici au Québec, en fait, c'est le gouvernement qui vend l'alcool. En fait, pour les alcools forts comme ça, vous ne pouvez que les retrouver dans les magasins qu'on appelle les SAQ, donc Société des alcools du Québec. Donc, c'est l'État québécois qui vend l'alcool directement. Donc, si vous êtes allé dans une SAQ une fois, ou bien si vous êtes déjà allé à Montréal précisément, vous allez voir les SAQ. Et si vous allez dans la zone anglophone, enfin, en Ontario par exemple, je ne sais pas pour le reste, mais en Ontario, par exemple à Ottawa, ils appellent ça les LCBO. Donc, c'est également le gouvernement qui vend l'alcool dans ces zones-là. Maintenant, pour le reste, à Calgary, je ne sais pas comment, ou bien à Vancouver, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, ici, oui, il y a des marques que je connais. Je sais que ça par contre, c'est cher. Le Rémy Martin, ça, c'est cher. En tout cas, pour ce modèle-ci, je sais qu'il y a d'autres modèles également. Donc, ok, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Alors, on revient ici en termes de marge ici. Donc, ce sont des choses qui peuvent avoir de grosses marges ici. Donc, quand je prends du 15% ici, disons que la marge actuelle va durer. Je vais prendre le 15% de marge, ok? 15% de marge sur les revenus attendus ici. Donc, je vais prendre les revenus l'estimation des analystes ici, ok? Forward, on va prendre le sale revenue average ici, next 12 months. On va le dégrossir un peu ici, ok. On s'attend à peu près à avoir quelque chose aux alentours des 1,6 milliard. Ok, 1,6 milliard. 1,6 milliard. 1,6 ici. D'accord, donc je vais mettre ici 1,6 milliard. Multiplié par 15% de marge bénéficiaire. D'accord. Maintenant, en termes de PER, qu'est-ce qu'on paye généralement? Qu'est-ce que le marché paye généralement ici pour les PER de cette compagnie ici? Price to earning.
On va le prendre ici parce que c'est ici que tout va se jouer. Alors, je vais prendre la médiane. OK? Je prends ça, je mets la médiane. 20 dernières années, 33 fois les bénéfices. 10 dernières années, 40 fois les bénéfices. 5 dernières années, 42 fois les bénéfices. Donc, c'est une entreprise qui s'échange généralement à des PER très, très élevés. Certains vont dire, oui, mais c'est ce que le marché paye. Ouais, c'est bien, mais c'est ce que le marché paye. Mais moi, je ne paye pas ce que le marché paye. C'est ça mon problème. Je n'ai pas envie de payer cette compagnie à 30 fois les bénéfices. Oui, il peut avoir de la croissance, etc. Mais bon, à la fin, la croissance est toujours incertaine, même si elle paraît toujours certaine quand on la voit à court terme. Quand on la voit en date de jour, on a toujours l'impression de se dire que, OK, ça va durer jusqu'à la fin des temps, mais elle va tendre à diminuer. Donc, je préfère acheter une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance. Donc, maintenant, à vous de voir si vous voulez prendre 30 fois les bénéfices dans un environnement inflationniste. OK, oui, elle a un pricing power, mais également, sachez également que quand les taux d'intérêt augmentent, comme je vous l'ai dit, les multiples auront tendance à diminuer. Quand vous regardez ces net income, observez ici, vous allez voir que, bon, ici, ils vont avoir tendance à diminuer. Ce n'est pas qu'ils diminuent parce que l'entreprise est de moins en moins chère. Non, il diminue parce que le net income a augmenté en termes de volume. C'est juste ça que je voulais vous montrer ici. Mais qu'est-ce que moi je vais prendre ici en moyenne? OK. Ça me dérange de prendre 30 fois les bénéfices. Franchement, ça me dérange. J'ai un blocage psychologique par rapport à 30 fois les bénéfices. C'est psychologique. OK? Donc maintenant, moi je vais le prendre à 25 fois les bénéfices et je me limite là. Maintenant, quelqu'un pourrait prendre 30 fois les bénéfices qui ne va pas surpayer parce que le marché paie en moyenne ça, 30 fois les bénéfices pour cette compagnie. Mais je sais que 30 fois les bénéfices, je ne peux pas le payer, littéralement. Tôt ou tard, on aura tendance à aller en dessous de ces 30 fois les bénéfices-là. Donc, moi, je vais attendre ce tôt ou tard-là. D'accord? Si on ne me donne jamais l'opportunité d'acheter du Rémi Cointreau, mais au moins, néanmoins, j'aurai l'opportunité d'acheter du Diageo ou bien du AB InBev. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas obligé d'acheter une entreprise. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises dans ce monde. Et vous avez au moins 500 très belles entreprises. OK? Et dans les 500 belles entreprises, vous voyez que dans chaque secteur d'activité, au moins, vous avez au moins une vingtaine d'entreprises de qualité. OK? Donc, dans le secteur des vins et spiritueux, je pense que je pourrais aller vous regarder dans les Quattro Mouteilles tantôt. On peut avoir une opportunité d'investissement là-bas. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais au niveau d'AB InBev, que j'aime bien, qui vend des bières, etc., qui est le premier brasseur ici, on a de bonnes opportunités d'investissement à ce niveau-là. Diageo, pas encore. Ou bien je pourrais également acheter du Louis Vuitton, d'accord, du LVMH. J'ai également la gamme alcool, vin d'exception dans cette compagnie-là. Donc, il y a toujours un moyen d'aller chercher une alternative. On n'est pas obligé d'acheter du Rémi Cointreau à 30 fois les bénéfices. Pas du tout. Donc, moi, je prends 25 fois les bénéfices. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je prends 25 fois les bénéfices. OK? Donc, quand vous faites 15% de 1,6 milliard, ça donne 240 millions multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Divisé par le nombre d'actions. Parce que je ne vais pas enlever la dette nette ici pour une seule raison. Parce que la dette nette ici... on a une dette nette ici de près de 300 millions ici d'euros. Je ne sais pas, ici, voilà, 300 millions d'euros, on gagne à peu près 240 millions d'euros, donc on peut payer cette dette-là. Donc on va rester tranquille, on va prendre ça ici, 6 milliards ici, divisé par le nombre d'actions. OK, si vous divisez par le nombre d'actions ici, ça nous donne combien? Alors, le nombre d'actions ici, on est aux alentours d'à peu près 52 millions d'actions. Donc on va diviser ici par 52, divisé par 52. Ça donne ici une valorisation aux alentours des 115 euros l'action. Donc, vous voyez qu'on a à peu près changé. Avant, on était à 65, mais là, on a ajusté en conséquence en étant très optimiste au niveau des marges, 15% au lieu de 12%. Là également, il y a un changement au niveau du revenu. Ici, on a une augmentation du revenu. On prend également les prévisions des analystes ici. Et vous voyez on se rapproche du 115 ici. OK? Donc, 115 euros, c'est la valorisation actuelle de cette compagnie-ci, en prenant en considération ces nouveaux éléments-là. Donc maintenant, tout va dépendre du fait que ces éléments-là soient durables. Revenu, est-ce qu'on va attendre les 1,6 milliard? Est-ce que les marges seront de 15% ou plus? Mais moi, ici, c'est ce que je veux payer. Maintenant, si quelqu'un veut payer 30 fois les bénéfices, admettons que vous voulez absolument payer 30 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, d'accord? Vous pouvez vous dire qu'actuellement, le prix actuel, on peut avoir une opportunité d'investissement. Juste en mettant 30 fois les bénéfices, vous voyez que tout change. Donc, je prends 240 millions ici, multiplié par 30 fois les bénéfices, d'accord? Divisé ici par le nombre d'actions, c'était 240 millions. 30 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien de millions d'actions ici? 52 millions, excusez-moi. Ouais, on arrive à 138. Pourquoi est-ce que ça m'a donné cette différence-là? OK, d'accord, fois 30. Oh, j'ai divisé par 15. Oh, non. OK. Donc ici, vous avez une entreprise ici.
Si vous prenez 25 fois les bénéfices, vous allez avoir une valorisation aux alentours de 115 euros l'action. Si vous prenez 30 fois les bénéfices, vous serez à 138 euros l'action. Moi, j'ai une préférence pour 25 fois les bénéfices. Donc, on va se dire que c'est 115 euros l'action ici en prenant en considération des marges élevées de 15%. Un revenu de 1 milliard 600. En date d'aujourd'hui, est-ce que sur les 12 derniers mois, est-ce que nous avons 1 milliard 600 de revenus? On a 1 milliard 300. Faites attention. Donc, le 1 milliard 600, ce sont les prévisions. OK? Donc, pour moi, Rémi Cointreau, je préfère encore rester sur les lignes de côté. Mais attention, nous avons également un dividende ici. L'entreprise peut ramener à peu près 240 millions en termes de bénéfices nets ici. D'accord? 240 millions ici divisé par 8 milliards 950 millions ici, ça donne à peu près un rendement de 2,68%. Donc, c'est-à-dire que si on vous distribue la totalité des free cash flow, des net income, sur un revenu de 1 milliard 600 ici, donc si on vous distribue le 240 millions ici, qui représente 15% de ce 1 milliard 600 ici, vous aurez à peu près un rendement de 2,68%. C'est trop peu. C'est trop peu. D'accord? Donc, votre dividende ici, qui est peut-être croissant depuis plusieurs années, techniquement, il n'ira pas au-delà du 2% ici. OK? D'où l'importance de le fait qu'il est très très important d'acheter cette compagnie-ci à un bon prix. D'accord? À un bon prix. OK? Et pour moi ici, le bon prix, déjà, on va se dire que personnellement, déjà à 123, 115 euros l'action, ça nous donne déjà un rendement de 4%. OK? Donc, vous voyez ici que le dividende ici allait croissant année après année. On l'a diminué ici. Sans doute, c'était par rapport à la période difficile ici. Mais on est revenu à peu près à quelque chose d'assez correct ici. Donc, vous avez 1% de rendement. Mais ce rendement-là, est-ce qu'il est safe? Oui, il est safe. Est-ce qu'il pourra aller plus loin que le 2,6% par rapport au prix actuel? Pour le moment, on se dira que non. Donc, rendement espéré ici, là, c'est 2,6%. Et ce n'est pas extraordinaire. Nous, on cherche en général du 10%. D'accord? On cherche en général du 10%. Donc, à vous de voir maintenant si Rémi Cointreau vous intéresse. Si vous avez acheté à ce prix-ci, voilà, moi personnellement, c'est un peu trop élevé pour moi. OK? Maintenant, voilà, dépendamment de votre façon d'investir, etc., chacun a sa stratégie d'investissement. Moi personnellement, 25 fois les bénéfices, c'est ma limite. Ça reste une belle entreprise. Le dividende ici, il est safe. Mais pour moi, il n'y a pas d'opportunité d'investissement. Je vais me limiter à 115 euros. C'est un prix qui pourrait m'intéresser. C'est le prix auquel l'entreprise pourrait m'intéresser. Je ne dis pas que c'est à ce prix-là que je veux acheter l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à 115 euros, peut-être même, je vais réfléchir un tout petit peu pour demander une décote par rapport à la marge de sécurité. Je ne l'achète pas à sa juste valeur. Et si, ça dépend maintenant. Si vous êtes trop optimiste, vous allez vous dire que la juste valeur est plus élevée. Mais je connais très peu de personnes qui vont payer 3%, qui vont payer une entreprise ici pour un rendement de 3%. Sauf si vous pensez qu'on a un pricing power énorme pour pouvoir monter les marges nettes ici à 20% ici. Mais toujours, ne pas oublier qu'il faut questionner également les free cash flow. Oui, les marges nettes les net income sont élevés, mais également les free cash flow ont tendance à être 2 fois moins élevés que les net income. Il faut savoir pourquoi. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, pour Rémi Cointreau, 115 euros ici. Le dividende ici, il est safe, donc c'est-à-dire que la vidéo ici qui date du mois de mai ici, on l'a actualisée en conséquence en étant le plus optimiste possible. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.